Allons-nous vers un record d'abstention à 24 heures du premier tour? De nombreux indicateurs semblent prédire que les électeurs ne se déplaceront pas en masse demain. Après le sondage de Calistat, nos reportages dans la 3e et 4e circonscription qui confirment cette tendance. Et le SNUPIPP-FSU Guadeloupe plaide pour un retour à la semaine des 4 jours à l'école. Le syndicat souhaite que le nouveau décret offre cette possibilité à tous les établissements de la Guadeloupe où cela s'avère nécessaire. Et la Banque alimentaire fait appel à votre générosité. Comme chaque année, elle lance sa grande collecte de denrées alimentaires dans les supermarchés. Cette opération est importante car elle intervient à l'ouverture de la saison cyclonique. Le style en héritage, le champion de cyclisme guadeloupéen Grégory Boger vient d'inaugurer le premier salon dédié à l'homme au terminal de croisière de Pointe-à-Pitre, un événement dont il est le parrain avec son père. Le reportage de Linda Kayarsi est à venir. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver avec une journée d'avance. La Guadeloupe votera demain pour élire ses 4 députés sur une liste qui comprend 82 candidats. Ils ont tous redoublé d'efforts pour se démarquer, tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux. En revanche, moins émoustillés, les électeurs semblent vouloir se détourner des élections législatives. ATV Guadeloupe est allé au cœur des 2 principales villes de la 3e circonscription. On regarde. Même pas. Franchement, je ne m'intéresse pas à la politique. Vous savez, comme je dis, ce qui doit arriver arrivera, c'est tout. En espérant que ça aille mieux, parce que je suis jeune et peut-être pour les jeunes que ça va donner quelque chose de bon, mais après, voilà. C'est une élection très importante. C'est une élection où on peut voter les lois pour savoir, quand on demande quelque chose, pour savoir si c'est possible ou c'est pas possible. C'est une très bonne élection et les gens qui sont là, je leur souhaite beaucoup de courage. Parce que bon, Michael me regarde déjà et puis bon, c'est la première fois que on voit tout ça candidat et que candidat. Je pense que c'est une bonne chose pour la Guadeloupe. C'est déjà trop, hein. Je trouve que c'est déjà trop parce que de 8 à 80, de 8 à chaque fois, à 80, 4. Ça fait trop. Et on n'a pas forcément envie de choisir avec autant de candidats. Le choix là qui est fait d'après les votants. Mais dire on est trop, c'est vrai. Bon, ça y est des vrais après, donc vrai. Ça serait plus simple si il y en avait peut-être 1 ou 2, ça serait mieux. Les élections législatives cette année, énormément d'inscrits. Je trouve à mon sens un petit peu trop. Je pense que les politiciens auraient dû se réunir. Chaque personne dit leur phrase. Bon, qui envahit au peuple, mais bon, c'est pas vraiment qui est bon, qui est pas bon, et avec tout ça de personnes, là on est dans le flou total. Justement, en fait, 80 candidats pour 4 postes, là franchement, il n'y a pas, franchement, voter dans ce genre de conditions, c'est limite pas possible. Les personnes auraient dû se réunir et voir pour un projet pour la Guadeloupe, un projet commun et avec un réel programme. Et non pas un tel a fait ci, un tel a fait ça, être toujours sur de la division. Aujourd'hui, il serait vraiment temps, c'est que la Guadeloupe s'unisse et qu'on soit sur une politique commune et qu'on avance ensemble. Manque de cohésion, les avis sont-ils les mêmes dans la 4e circonscription? On écoute les commentaires tout de suite des Bastériens et des Capestériens interrogés par Patrick Curie et Moïse Dexter. Ces élections législatives ne vont rien changer. C'est comme ça, chacun peut voir pour sa poche maintenant. Mais quand même, il faut qu'on ait une petite idée quand même pour accompagner. Moi, j'espère accompagner le président de la République. Et tous les soirs, voire toute la journée, il y a les camions qui passent. Voilà, c'est un peu fatigant. Moi, je pense qu'il faut changer les anciennes méthodes, qu'il faut changer la classe politique et qu'il faut aller vers de nouveaux visages pour cette élection législative. Eh bien oui, mais je trouve qu'il y a même trop. Ici, pour un si petit pays, il y a vraiment trop. Effectivement, il y en a beaucoup, mais je dis qu'il ne faut pas se tromper. Parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est surtout ces visages qu'on a déjà vus depuis 20 ans en arrière. Donc les 10 et 17 juin, il faut faire le bon choix. Elle semble très dure parce qu'il y a trop de candidats. Personnellement, je ne suis pas trop. Le travail est assez prenant. Et c'est vrai qu'on n'a vraiment pas le temps d'aller voter. Donc on va essayer de faire un geste, mais je ne promets rien. Autant de candidats pour une petite élection, mais pourquoi? J'aimerais bien savoir la réponse. C'est ce que je cherche à savoir en ce moment.
Peut-être qu'il y a les élections municipales qui s'annoncent pour certaines municipalités. Je trouve quand même. Mais bon, comme je vous dis, je ne suis pas trop, donc je ne peux pas vous donner un avis définitif. Hier soir, je disais que c'est difficile de pouvoir faire un choix. Donc demain, ça va être difficile pour moi. Voilà. Et de toute façon, mais je le ferai quand même ce choix. Est-ce qu'il y aura quelque chose de meilleur? Allez savoir. Moi, j'y crois pas. Je ne vois pas de changement. Qu'est-ce que celui-là pourra faire de plus que l'autre? Moi, je ne vois pas. Je vais lire quand même le programme, donc on verra bien, on va pouvoir discerner. Et demain, rendez-vous dès 13h sur ATV Guadeloupe pour notre édition spéciale législative et à 18h pour la grande soirée électorale. Toutes nos équipes seront sur le terrain pour vous faire vivre ces élections législatives. Et direction tout de suite la Guyane où après plus de 70 jours de grève, un accord a été signé à l'hôpital de Cayenne. Des émissaires du gouvernement avaient été dépêchés pour négocier les points de revendication de l'UTG Santé. On écoute les réactions recueillies par Charlotte Fleury. L'heure est aux festivités sur le piquet de grève de l'hôpital de Cayenne. Le protocole d'accord vient d'être signé. Après 74 jours de grève et 3 jours de négociation, l'ambiance est au soulagement. On a tenu jusqu'au bout et on avait dit, on a été jusqu'au bout des 74 jours de grève. Et on n'était pas dans le faux, ça je veux dire ça. Et là, dans ce protocole, le suivi sera fait par l'UTG Santé et l'amélioration des conditions de prise en charge des patients à l'hôpital de Cayenne. L'hôpital devra avoir une autre image. On l'a dit, on l'a redit, que tout le monde se mette au travail maintenant. Que tout le monde se mette au travail. S'ils ne veulent pas travailler, qu'ils quittent l'hôpital et envoyer des gens qui veulent travailler. Il y a une jeunesse là, il y a des compétences locales, embauche locale, compétences locales. Il faut qu'on se mette au travail et que cet hôpital ait une autre image. Monsieur Lesteven qui était présent, par rapport à son rapport, connaissait la situation. Et je pense, c'est pour ça que je pense que le ministère l'a envoyé. Et lui, il a tout de suite attaqué sur la plateforme revendicative. Lui, il savait ce qu'on disait, c'est ce qu'il avait à peu près tout écrit. Hein. Et ça n'a pas été facile sur tous les points. Ils avaient déjà des propositions. On nous proposait ça, on discutait. Ça a été une négociation pas tendue, dans la coopération de tous à chacun, avec un grand respect, je peux dire, des deux côtés, de l'UTG Santé et même de la direction. Hein. Des négociations très constructives qui ont été plutôt faciles selon l'UTG Santé, mais également selon Pierre Lesteven qui a dirigé la mission. Parmi les mesures de ce protocole, il y a la création de 110 nouveaux postes dans l'immédiat, 100 dans les services de soins et 10 dans l'administratif, mais également l'intégration de 75 contractuels chaque année. Alors, le paradoxe, c'est qu'un certain nombre de ces revendications, effectivement, qui correspondaient à ce qu'il y avait dans le rapport, étaient déjà, je dirais, les actions étaient déjà engagées. Donc c'est des points, on a pu aller dans le détail, mais je veux dire que le protocole était facile à obtenir dans la mesure où ce rapport, vous l'avez vu, était sans concession. Il a appelé de la part des pouvoirs publics un certain nombre d'actions qui mettent du temps à être visibles. Je veux dire, en plus, on a traversé une période où les décisions administratives n'étaient pas forcément très fluides. Et donc, en fait, quand on abordait beaucoup des points, globalement, pas mal de choses étaient en route. Je vous rappelle que quand on a fait l'administration provisoire, on a lancé des investissements à hauteur de pratiquement 22 millions pour que cet hôpital soit aux normes de sécurité et de dignité. On visait fin 2017, on a peut-être 2-3 mois de retard suite aux événements concernant les approvisionnements. Mais cette première tranche de travaux est engagée. On a vérifié avec les participants les calendriers de ces travaux pour partager ensemble le fait que c'était parti. Ensuite, ils ont identifié un certain nombre d'écarts par rapport à ce qui était prévu. Donc on continue de travailler. On a demandé à la direction un certain nombre d'éléments. Je reviendrai début juillet pour faire le point. Quant au projet de CHU à Cayenne, cela semble en bonne voie. Donc un CHU, c'est une ambition à moyen terme. Ça se construit, c'est-à-dire qu'on ne va pas inventer comme ça, ex nihilo, 20 PUPH. Il faut quand même pratiquement 40 ans pour former, 30 à 40 ans pour former un professeur des universités médecin. Donc ça se construit. Et je pense qu'on a des bases pour le construire aujourd'hui en Guyane. Et retour en Guadeloupe maintenant, où près de 87% des enseignants du collège
souhaitent un retour à la semaine de 4 jours à l'école, selon une étude réalisée par le SNU-IPP-FSU. Fort de cette demande, de la possibilité qui pourrait être offerte par le gouvernement de revenir sur le décret payant, le syndicat souhaite user de son poids pour inciter le recteur d'académie à réintroduire cette mesure pour la rentrée prochaine. Comment pourraient s'effectuer ces dérogations? On écoute les explications du secrétaire départemental du SNU-IPP-FSU, Guadeloupe, Tony Pioche, interrogé par Linta Kayarsi face à la caméra de Karen Diama. Il est clairement défini que le bilan de ces 4 jours et demi n'apporte rien de plus. Les enfants sont plus fatigués, les enseignants sont plus fatigués, les résultats scolaires ne sont pas meilleurs. Donc, honnêtement, cette problématique scolaire qui ne s'inscrit pas exclusivement dans la réussite des élèves, mais qui y participe, nous le disons, je profite d'être avec vous pour pouvoir le dire, nous pensons que l'abaissement des effectifs, nous pensons que la formation des enseignants, nous pensons aussi que de mettre toute l'académie en réseau prioritaire, c'est-à-dire avec beaucoup plus de moyens, sont des éléments aussi beaucoup plus probants et accompagneraient des rythmes scolaires qui seront peut-être différents de ceux que nous avons aujourd'hui. Mais la question qui m'est posée ce matin, c'est celle qui concerne les rythmes scolaires. Nous disons avec force qu'il faut un retour rapide, immédiat, sur cette semaine qui est trop lourde pour les élèves et pour les enseignants. Scolarité toujours, les épreuves écrites du baccalauréat commencent mercredi prochain avec le traditionnel examen de philosophie. Mais les lycéens sont déjà sollicités avec les oraux de langue. Ce matin a eu lieu l'épreuve de la 2e langue vivante obligatoire entre stress et patience, illustration en Martinique avec Louis Sabas. Lecture de fiches et signe de stress dans ce petit groupe. Ces étudiantes de série L se préparent à passer l'épreuve de langue vivante d'espagnol. Elles se disent confiantes, mais la peur du faux pas subsiste dans un recoin de leur esprit. Passer devant un professeur, on a déjà l'habitude, donc c'est vraiment se tromper et la note, en fait, l'issue de l'épreuve. Je préférais tomber sur des questions générales car c'est moins précis et on a plus de possibilités de réponses diverses. Ce qui pourrait me désorienter, je vais dire, c'est les erreurs et le fait de bégayer, de prendre du temps au niveau des réponses des questions. Et pour cause, elles doivent s'exprimer pendant 20 minutes en espagnol après 10 minutes de préparation sur un thème. Cet examinateur a reçu en moyenne 11 élèves par jour depuis le début des épreuves le 29 mai dernier. Il a pour habitude d'atténuer le stress des candidats afin que l'examen se déroule dans les meilleures conditions possibles. Il y en a qui tremblent un peu, il y en a qui ont du mal avec leurs documents. Et finalement, moi je les rassure en les accueillant très simplement et en faisant bien sentir qu'on est là pour passer un examen, mais qu'au final, c'est la bienveillance qui prime, même si derrière il y a un travail de préparation et puis il y a des exigences qui sont attendues, puisque c'est un examen du bac. À l'issue des 30 minutes, les élèves peuvent souffler. Nombreux sont ceux à être satisfaits de leur entretien. C'est après, en prenant du recul, qu'on se rend compte qu'on aurait peut-être pu dire autre chose, mais maintenant que la pression est retombée, on voit que tout s'est bien passé. J'étais tellement stressée, en fait, limite j'avais envie de pleurer. Et en fait, ils nous mettent vraiment en confiance et les profs sont vraiment bien. La pression retombe, mais rien n'est encore joué. Il nous reste évidemment les épreuves la semaine prochaine. Depuis 5 ans, le lycée Acajou 1, où se déroulent ces épreuves, est centre d'examen. Cette année, ce sont environ 730 élèves qui ont passé les oraux dans cet établissement, ce qui n'est pas sans répercussion sur son fonctionnement. Le problème, justement, c'est l'accueil principalement des secondes. Donc, nous avons réussi à maintenir les cours des secondes jusqu'à aujourd'hui, inclus, jusqu'au vendredi 9. À partir de la semaine prochaine du 12, comme nous avons les épreuves écrites, donc on a le lundi 12 et le 13 pour préparer les salles, donc on ne pourra plus accueillir nos élèves de seconde. C'en est fini pour cette session orale de langue vivante. Mais dès mercredi prochain, les lycéens de terminale seront de retour dans cet établissement, cette fois pour les épreuves écrites du baccalauréat qui débutent par la philosophie. Et en Guadeloupe aussi. Eux ont des étoiles plein les yeux. Les élèves du BTS audiovisuel de Pointe-Noire ont de la suite dans les idées. Ils viennent de réaliser une mini-série intitulée Irène et sont actuellement à la recherche de figurants pour mener à son terme ce projet que nous avons choisi ce soir de mettre en lumière. Stanley Manicor, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir, Stanley. Vous faites partie de ces élèves de ce BTS audiovisuel de Pointe-Noire en 2e année. Une série
À peine sortie de l'école, réaliser une série, le projet est audacieux. De quoi parle-t-elle, Irène? Alors, il faut savoir qu'Irène, c'est un peu une rencontre. C'est la rencontre de deux protagonistes, la rencontre de deux destins qui seront bouleversés à la suite justement de cette rencontre. C'est-à-dire qu'on retrouve Irène, une jeune fille assez aisée, qui reste dans son monde en fait. Et cette rencontre bouleversante va provoquer chez elle, on va dire, un écho. Elle voudra aller plus loin, sortir de sa prison dorée. Et on va dire que le deuxième personnage, qui est un marginal, va permettre à Irène de s'ouvrir, de voir du monde, de voir ce qui se passe autre que dans sa classe sociale. Donc on va un peu traiter de la société sous toutes ses formes, les disparités qu'on peut retrouver et tout cela. Avant d'en dire un petit peu plus, on regarde un court extrait ensemble. Tu aimes le cinéma? Irène, la série, c'est fait pour toi. Nous recherchons des bénévoles, acteurs, figurants et donateurs. Inscris-toi dès maintenant à cette production réalisée par Stanley Manicor et les étudiants du BTS des métiers de l'audiovisuel qui se déroulera du 12 juin au 5 juillet. Plus d'informations sur notre page Facebook, Irène, la série. Infoline 06 90 28 98 17. Stanley, on l'a vu, hein, vous êtes également prêté au jeu de comédien. Qu'est-ce qui vous a inspiré, donné l'envie de réaliser cette série? En fait, c'est-à-dire qu'on arrive au bout de 2 ans d'études, 2 ans dans un cursus qui nous a passionnés. Et on ne voulait pas partir comme ça, on a voulu partir en laissant nos traces, en laissant quelque chose. Donc on a choisi de réaliser. À la base, Irène, c'était un court-métrage. Ensuite, on a réalisé le premier épisode, on a mûri, on a voulu lancer le projet un peu plus loin. Donc ça nous permet de mettre en valeur les acquis qu'on a pu recevoir durant ces 2 ans à Pointe-Noire. Quelle que soit l'option image, son, TIE, hub, gestion de production, montage, ça nous permet vraiment d'aller plus loin et d'avoir, on va dire, plus de bases pour partir sur le milieu, Mais l'histoire en elle-même, vous avez parlé justement d'un reflet de la société. Quelle société? La société guadeloupéenne? Voilà. Ce qu'on peut retrouver ici, c'est-à-dire qu'Irène est une jeune fille assez aisée. On retrouve Stan, un personnage un peu marginal, rejeté par la société. Et leur rencontre va vraiment permettre de voir, mettre en lumière toutes les inégalités qu'on peut retrouver, la violence. On va vraiment traiter un peu de tout l'aspect de la société guadeloupéenne, voir la société dans le monde entier. Ça nous permet d'aller plus loin et de voir plus. Vous êtes actuellement à la recherche de figurants pour aller beaucoup plus loin et notamment aussi de donateurs. Voilà, c'est-à-dire qu'on réalise certaines séries, mais ça engage beaucoup de moyens. Donc on est une petite équipe de jeunes étudiants. Donc on veut aller plus loin, c'est pour ça qu'on cherche des donateurs. Donc des entreprises qui pourraient nous aider sur le plan logistique, financier pour aller plus loin. Donc on a lancé une cagnotte sur le site participatif Litchi. Donc c'est Irène la série pour ceux qui veulent participer. Donc c'est vraiment un projet de jeunes fait pour permettre à tous de voir un peu le monde du cinéma. Et on va dire que ça fait un peu un moment qu'on ne retrouve pas de séries locales sur nos antennes. Donc c'est vraiment une série où on veut aller plus loin et proposer au public guadeloupéen, voire antillais, un produit pur qui sort d'ici en fait. Qui a été fait par de jeunes Guadeloupéens talentueux et passionnés. Qui dit œuvre cinématographique dit également diffuseur. Quelle sera la finalité de ce produit? Donc on va dire que nos élèves de gestion de production ont bien travaillé. Donc si le projet arrive à son terme, il sera diffusé normalement sur Guadeloupe Première. Stanley, on vous connaît bien à ATV Guadeloupe. Vous avez été stagiaire chez nous. Après cette expérience, de quoi rêvez-vous aujourd'hui? Je rêve toujours de continuer dans le milieu de la télévision, c'est-à-dire que la réalisation, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le projet Irène. C'est-à-dire qu'à la base, je n'étais pas réalisateur. C'est un projet qu'on a dû peut-être recommencer plusieurs fois jusqu'à avoir le produit qu'on voulait. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui me passionne. Je suis vraiment motivé à aller loin avec cette série.
et continuer par la suite dans le milieu de la télévision. Et si je vous dis Jean-Claude Barny, Lucien Jean-Baptiste? Ce sont vraiment des exemples, en fait, quand on voit La Première Étoile, Le Gang des Antillais ou encore Nègre Marron, ce sont des exemples de réalisateurs qui nous donnent envie d'aller plus loin et de ne pas gaspiller notre potentiel. Stanley Manicor, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce soir, restez avec nous. Vous connaissez le fonctionnement d'ATV Guadeloupe. Oui. L'alimentation joue un rôle capital pour les diabétiques, nous le savons. En Martinique, la 6e édition de la Semaine nationale du diabète a été relayée depuis le début de la semaine. Plusieurs rendez-vous ont été proposés, et ce jusqu'à lundi prochain. L'objectif des professionnels est surtout de dépister au plus tôt la maladie. On regarde le reportage de Yoann Boulard. Alors vous allez me passer votre pied. Vous sentez? Oui, je ressens. Donc je vais vous l'appliquer sous le pied. Vous allez fermer les yeux et me dire exactement où j'applique le monofilament sous votre pied. Test de sensibilité pour Rosemary. Ce matin, elle est convoquée dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du diabète. Voilà 19 ans que la maladie lui a été diagnostiquée. Elle a dû apprendre à vivre avec. J'ai été faire une prise de sang et que le médecin m'a dit que je suis diabétique de type 2. Dès qu'on prend ces médicaments et puis un repas équilibré le soir, le midi, on se trouve assez bien avec le diabète. On peut s'organiser assez bien. Et même se permettre un petit écart de temps à autre. Ces jours-ci, je mange le mango. Ça augmente beaucoup. Je suis présente sur le stand pour faire le dépistage de la neuropathie diabétique. C'est la perte de sensibilité sous les pieds qui est due au diabète. Donc c'est un test qui est réalisé à l'aide d'un monofilament qui va être appliqué sur différentes zones du pied et qui va permettre de détecter si le patient a perdu ou pas de la sensibilité à cause du diabète. Donc aujourd'hui, on va essentiellement faire de la prévention, surtout pour la neuropathie diabétique, ce qui va permettre de prévenir les complications du pied diabétique, qui sont essentiellement les amputations. Pas de piqué systématique donc, mais un test oral joint à celui de la sensibilité, basé sur un système de points. Il évalue le risque encouru pour les 10 prochaines années. Sur place également, la Sécurité sociale profite de l'occasion pour présenter son dispositif national. La plateforme Sophia Diabète est conçue pour assurer un suivi pour les patients diabétiques. Les infirmières conseillères en santé vont discuter essentiellement des complications et donc les inciter à faire leurs examens de suivi, examens biologiques, sanguins, urinaires et puis tous les suivis nécessaires prescrits par le médecin traitant. En Martinique, on dénombre environ 29 000 diabétiques connus, soit une prévalence de 9,2%. Un chiffre qui diminue de moitié dans l'Hexagone. Le sport, l'hygiène alimentaire et le dépistage restent les meilleurs moyens de se prémunir contre la maladie. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. L'appel aux dons de la Banque alimentaire de la Guadeloupe. Et puis nous irons au premier salon de l'homme qui a ouvert ses portes au terminal de croisière de Pointe-à-Pitre. Depuis 20 ans, chaque mois de juin, la Banque alimentaire lance un appel à la générosité de tous afin de couvrir les besoins alimentaires des personnes en situation de précarité. Depuis ce matin et ce jusqu'à demain, les bénévoles vous attendent pour récupérer vos dons. Reportage Karen Diama, Linda Kayarsi. Événement incontournable du milieu associatif solidaire, la collecte de la Banque alimentaire revient pour 2 jours de dons. Chaque année, nous organisons 2 collectes. Une collecte nationale avec toutes les banques alimentaires fin novembre et la collecte départementale en prévision de la saison cyclonique, donc pour nous prémunir un petit peu dans le cas où nous aurions une grande nécessité au cours de cette période cyclonique. Pour récolter un maximum de denrées, des dizaines de points de collecte sont disponibles sur l'ensemble de l'archipel. Pratiquement bon nombre, 70 grandes surfaces et petites et moyennes surfaces du département. Donc on peut s'y rendre quand on fait ses courses et trouver la liste des produits, mettre quelque chose pour la banque alimentaire. Si certains produits sont trop fragiles ou trop frais pour être donnés, la Banque alimentaire met l'accent sur certains produits en particulier. Nous répertorions les produits de première nécessité, bien souvent. Nous répertorions aussi des produits d'hygiène, des produits aussi pour bébés. Voilà ce dont on a des fois le plus besoin. Et dans chaque supermarché, nous avons établi une liste
qui précise si vous voulez, la nécessité actuelle. En 2016, 33 tonnes de denrées avaient été collectées lors de cette même opération. Cette année, la Banque alimentaire compte sur les généreux donateurs pour égaler, voire dépasser ce nombre. Et on ouvre une page mode maintenant. Le Salon de l'Homme a ouvert ses portes aujourd'hui au terminal de croisière de Pointe-à-Pitre. Un salon parrainé par le champion guadeloupéen Grégory Boger. L'idée de dévoiler au public toutes les tendances actuelles concernant les hommes. Linda Kayarsi est allée faire un tour. On regarde. Répondre aux attentes de la jante masculine, la 4e édition du Salon de l'Homme a 3 jours pour convaincre. Alors, je travaillais à Destreland, dans un magasin pour hommes. Et les hommes se plaignaient tout le temps qu'il n'y avait jamais rien pour eux. Et c'est vrai que quand on regarde bien, moi j'ai fait des recherches sur Internet, s'il y avait beaucoup plus de... Moi j'ai un garçon, j'ai un petit garçon, il y a beaucoup plus de choses. Par exemple, quand on va chercher les parfums pour Noël, il y a plus de choix pour les filles que pour les garçons. Au programme, une sélection choisie et diversifiée d'écrivains et d'exposants en matière de formation, de santé ou encore de sport. Moi, ce que je propose, c'est du karaté, de la self-défense, de la gym, etc. Donc, si on parle de self-défense, je pense que de nos jours, c'est devenu une obligation que de savoir se défendre de par les événements qu'on connaît tous. Et cette année, le sport se vit en famille. Père-fils, thématique retenue. Oui, c'est un beau clin d'œil. Je pense que tout au long du week-end, il y a des personnes qui vont pouvoir échanger avec mon père ou avec moi-même pour savoir justement la relation du père-fils et pas forcément du champion, voilà, tout simplement. Le Salon de l'Homme est également l'occasion de découvrir des marques réputées et de mettre en lumière des talents de venir. On a réussi à signer avec une agence sur Paris qui s'appelle l'agence Afro-Caraïbe Cast, donc qui est une agence qui travaille avec des modèles au Canada et en Afrique déjà, et qui va commencer à travailler avec des modèles caraïbéens. Donc moi je lui ai proposé voir si elle pouvait trouver un partenariat avec une super marque internationale, de manière à ce qu'on puisse exporter, parce que les Américains sont très beaux, mais les Guadeloupéens sont très beaux aussi. Et bien sûr, les hommes sont au rendez-vous. Je pense que c'est une opportunité qui ne s'est jamais vue en Guadeloupe. On voit du côté des filles avec les castings qui ont lieu au niveau du centre commercial que je ne citerai pas. Et c'est une chance pour les hommes cette fois-ci. Le Salon de l'Homme refermera ses portes dimanche au terminal de croisière de Pointe-à-Pitre. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, une information pour les petits bourgeois. Les inscriptions pour la cantine débuteront le 3 juillet à la centrale de Blonde. Vous pouvez contacter la Caisse des écoles au numéro qui est affiché au bas de votre écran. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre culturel de Sainte-Anne de 8h à 12h30. Lundi, le rendez-vous sera fixé à Pôle emploi Antillopole des Abîmes de 8h à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe, l'information continue avec Eddie Planté dans un instant.